La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Il y a 10 ans disparaissait l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba. Solidaire du peuple gabonais, le chef de l'État fort Eswazimna Gnazingbe a assisté hier à la cérémonie organisée à Libreville pour la circonstance. Les différents acteurs impliqués dans le processus électoral en cours sont outillés pour régler tout litige qui surviendrait. Ils ont reçu la formation adéquate cette semaine. Les précisions dans cette édition. Et puis, pour la 8e fois, les journalistes togolais ont joué les mannequins le temps d'une soirée. Le thé des médias. Cette année, ils se sont mis dans la peau des travailleurs de plusieurs secteurs à travers leur tenue. À découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Le président de la République était hier à Libreville au Gabon où il a pris part aux cérémonies marquant les 10 ans du décès de Omar Bongo Ondimba. À son arrivée hier en terre gabonaise, le chef de l'État fort Eswazimna Gnazingbe a été accueilli à l'aéroport Léon Mba par le Premier ministre gabonais. Les images de son arrivée à Libreville. C'était là les images de l'arrivée hier du chef de l'État à Libreville au Gabon. Et après ce cérémonial d'accueil, direction le palais La Rénovation, où le chef de l'État a assisté aux côtés de ses pairs à la cérémonie œcuménique pour le 10e anniversaire du décès de l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba. La présence du président fort témoigne de l'excellence des relations entre Lomé et Libreville. Le compte rendu avec Ramdan Bassina.
La commémoration du 10e anniversaire du décès d'Omar Bongo Ondimba, ancien président du Gabon, s'est déroulée ici au palais La Rénovation. Une cérémonie empreinte d'émotion et qui ressasse les souvenirs de l'homme que pleurent encore les Gabonais en ce jour du 8 juin. 10 ans déjà que le père de la nation gabonaise a quitté le monde des vivants à l'âge de 73 ans. Le souvenir de cet homme que le peuple gabonais qualifie d'humaniste et les liens d'amitié et de coopération qu'il a su tisser autour de lui valent en ce jour la présence de ses amis, de sa famille, du peuple gabonais dans son ensemble et de ses homologues venus de plusieurs pays. Parmi les chefs d'État présents à ce culte, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, qui a toujours su garder les liens étroits avec la République sœur du Gabon. C'est donc en signe d'amitié et de fraternité que le président togolais a assisté à cette célébration œcuménique aux côtés de ses homologues gabonais, maliens, congolais, centrafricains et équato-guinéens. À cette cérémonie, toutes les confessions religieuses qui se sont relayées à la tribune ont relevé le caractère humain de l'illustre disparu et exprimé leur attachement ferme aux idéaux de paix et de dialogue prônés par le défunt président Omar Bongo Ondimba. Ils ont par ailleurs insisté sur le devoir de tous de préserver cet héritage commun pour une nation prospère et en paix avec elle-même. Le Togo et le Gabon entretiennent des relations diplomatiques, politiques, économiques et collaborent sur les grandes questions de l'heure sur le plan international, enjeux politiques, sécuritaires, intégration régionale et bien d'autres encore. Fin hier soir des travaux de la session de formation sur la gestion du contentieux des élections municipales du 30 juin prochain. Organisée par la Cour suprême du Togo, la rencontre a permis d'outiller les participants sur le traitement d'éventuels litiges liés à cette consultation électorale. Des cas pratiques et des remises d'attestations ont marqué la cérémonie de clôture. Les précisions avec Kazan Baga. La campagne électorale. Cette ultime séance de la session de formation sur la gestion du contentieux des élections municipales du 30 juin 2019 est essentiellement consacrée à l'étude de cas pratiques. Des exemples types de litiges qui peuvent survenir lors de ces consultations électorales sont ici minutieusement analysés et traités avec à la clé des approches de solutions sous-tendues ou motivées par la loi, rien que la loi. Voilà qui justifie ces attestations qui couronnent 3 jours d'intenses et laborieux travaux et ce satisfecit général. Nous avons appris beaucoup de choses sur le contentieux électoral. L'expert nous a outillés pour rédiger une requête et pour intervenir dans tous les cas de contentieux qui peuvent surgir au cours des élections municipales et après les élections municipales. Cette formation est la bienvenue. C'était l'occasion pour nous de nous imbiber dans le code électoral, de connaître beaucoup, parce que nous ignorons beaucoup de choses, ce qui fait que nous ne savons pas, par exemple, dans quel délai il nous faut agir et comment réagir en cas de rejet ou pas. Moi, personnellement, je suis bien satisfaite et je remercie les initiateurs de cette formation. Cette formation aujourd'hui, c'est un plus pour moi. On nous a entretenus sur des modules, notamment le cadre normatif des élections et la répartition des sièges. Tout cela va me servir à contrôler les résultats au moment venu. L'un des grands enjeux de cette session de formation est de permettre aux participants d'avoir une interprétation commune des textes qui régissent les élections locales au Togo, ce pour un scrutin apaisé, libre et transparent, conformément aux vœux des plus hautes autorités togolaises. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir, vous êtes employés, mesdames et messieurs les participants, à parler, à débattre, bref, à améliorer votre système de connaissances en matière de gestion des élections municipales.
Je demeure rassuré qu'une nouvelle page est en train de s'ouvrir en matière d'élections municipales pour le renforcement de la démocratie au Togo. Cette session de formation est organisée à l'intention des hauts magistrats et greffiers de la Cour suprême du Togo, des acteurs concernés au niveau institutionnel et ministériel, ainsi que des représentants des partis politiques et candidats indépendants, de même que des journalistes. Des femmes issues des partis politiques et de la société civile inscrites sur les listes des candidats aux prochaines locales, justement, sont en session de formation sur les techniques électorales. Une manière pour les outiller sur leur rôle en tant que futurs conseillers municipaux. Depuis Dapan, la correspondance de Désiré Aloy. La vie politique, économique. Des femmes issues des partis politiques et de la société civile positionnées par leur structure sur les listes électorales pour les locales du 30 juin prochain au Togo. Femmes leaders donc en session de formation pour les outiller en technique électorale dans le but de les permettre, si elles sont retenues, de compétir plus équitablement et plus efficacement. L'initiative vient du ministère en charge de la promotion de la femme en ligne avec l'impératif national travailler à atteindre les ODD. Ici, l'Acte 5 qui veille à ce que d'ici à 2030, les femmes participent pleinement et efficacement aux fonctions de décision au plan politique, économique et public. L'objectif est d'œuvrer alors à augmenter la représentation des femmes au sein des conseils municipaux. Nous sommes approchés des états-majors politiques pour avoir la liste des personnes qui sont positionnées sur les listes électorales, et ce sont ces femmes positionnées sur les listes électorales que nous avons invitées à cette formation. Donc, lorsque nous disons que la représentativité des femmes dans la gouvernance publique doit être améliorée, ce n'est pas juste une question de nombre, c'est une question liée également à la qualité, à la compétence des personnes qui occupent les postes. Et c'est pour ça que dans la perspective des prochaines élections locales, nous avons envisagé de leur fournir les armes pour qu'elles puissent aller défendre leur programme et montrer aux différents électorats qu'elles ont la compétence, qu'elles ont la qualité pour occuper les postes de gestion de municipalité. Et comment concevoir leur programme, comment organiser la campagne, voilà autant de choses que nos candidates doivent maîtriser pour aller à la conquête de ce pouvoir politique. Elles viennent de cette préfecture de la région des Savanes, des femmes leaders qui veulent oser à intégrer le sphère des conseillers municipaux. La formation touchera toutes les régions du pays. Le 30 juin prochain, les Togolais iront aux urnes pour élire 1517 sièges de conseillers municipaux, dont 117 maires, 195 adjoints aux maires et 1205 conseillers municipaux dans 117 circonscriptions électorales. Et le gouvernement togolais veut faire des femmes des acteurs de tout processus de développement, raison pour laquelle il mène des actions pour soutenir les candidatures féminines à ces locales de 2019. Les enjeux de la participation des femmes aux prochaines élections, c'est dans ce dossier de Karine Olanlo. Asseoir les bases solides d'un développement inclusif, le gouvernement togolais s'y emploie. Et avec les élections locales qui s'annoncent, les femmes sont encouragées à y participer massivement. La nation peut compter sur leur rôle déterminant dans la gestion de la chose publique. Et donc, le renforcement de leurs capacités en vue de ces élections fait partie de l'ensemble du dispositif mis en place pour participer à la gouvernance publique. Par le jeu de nos habitudes, les femmes sont écartées, sont exclues des processus de décision. En plus, lorsqu'on parle du pouvoir, les femmes sont écartées du pouvoir politique. Il est important de mettre en place un dispositif qui favorise d'abord la prise de conscience des femmes elles-mêmes, des enjeux que comportent ces échéances électorales, mais aussi de l'importance de les voir dans les équipes dirigeantes, notamment dans les conseils municipaux. Donc nous devons les équiper pour qu'elles puissent compétir efficacement, mettre en place des offres politiques pertinentes qui pourraient les distinguer des candidatures masculines et faire en sorte qu'elles soient des voix autorisées pour représenter leur collectivité. Au Togo, les femmes représentent plus de 50% de la population. Il est aujourd'hui indéniable qu'elles disposent d'énormes potentiels pour le développement
développement national car elle constitue un maillon essentiel dans la dynamique de croissance du pays. J'ai constaté qu'il y a peu de femmes dans les instances de décision. C'est pourquoi moi, principalement, j'ai décidé de déposer ma candidature pour aider mes frères et sœurs à être devant pour construire notre quartier. Et surtout, lorsqu'il s'agit de la politique, elles sont presque absentes. Donc là, j'ai regardé, je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça et crier seulement qu'il n'y a pas de femmes, qu'il n'y a pas de femmes. Il faudrait que moi aussi, je puisse me positionner. Il est tout à fait clair que lorsque les femmes seront au conseil municipal, en tant que dirigeantes ou en tant qu'adjointes au maire, elles vont pouvoir identifier des priorités de femmes, des priorités de la communauté, des priorités qui sont réellement les besoins qu'elles vivent au quotidien. Il n'y a pas mieux qu'une femme pour identifier ou cerner ses besoins, parce qu'elle les vit. Les dernières élections locales remontent à plus de 30 ans. L'enjeu est donc de taille et les attentes sont grandes. Afin de rendre son économie plus compétitive et intégrée à l'échelle mondiale, le Togo a entrepris de vastes programmes d'industrialisation. Et pour mieux contribuer ainsi à la réalisation du Plan national de développement PND, le secteur privé à travers l'industrie se positionne comme un domaine clé. Les acteurs ont donc doté le secteur d'une politique avec ses stratégies arrimées au PND. Lucassi et Edem Soussoupo nous en disent plus. Vers la densification et la diversification du tissu industriel au Togo. Après 6 mois de consultation des acteurs et d'études approfondies, le secteur industriel dispose de sa toute première politique et plan d'action. Une politique pour accélérer la création de richesses et redistribuer les fruits de la croissance à travers des emplois décents. Les documents sont arrimés au PND, Plan national de développement. Il faut pouvoir attirer les investisseurs privés, car l'État ne fait que mettre les cadres et les investisseurs privés viennent s'installer pour faire de l'industrie. Diversifier les secteurs et faire aussi que la répartition géographique, la répartition spatiale de notre territoire soit bien faite. Ce qu'on appelle les avantages comparatifs par région. Si quelqu'un veut développer par exemple la filière ananas, la transformation de l'ananas, le secteur des plateaux, le secteur des maritimes, l'espace le mieux adapté. Donc c'est en fonction des avantages comparatifs de chaque région que nous essayons de conseiller, de positionner les industries pour que toute la région soit couverte. Le code des investissements lui-même, qui a été adopté la dernière fois par le gouvernement, prévoit en son sein des avantages en fonction de l'implantation des industries dans les régions. Plus vous quittez Lomé pour aller à l'intérieur, plus vous avez des avantages incitatifs qui vous sont accordés. D'ici à 2030, des actions phares seront menées afin de faire de l'industrie togolaise un secteur respectueux et créateur d'emplois. Par exemple, la construction des parcs industriels dans chaque région. Il s'agit de mettre en place des parcs industriels, aménager, acheter, acquérir des domaines, les aménager, les viabiliser pour qu'il y ait toute l'infrastructure disponible, de sorte que quand un industriel vient, au lieu qu'il aille chercher encore le terrain lui-même et qu'il acquiert le terrain lui-même avec des doubles, triples ventes que nous connaissons tous, quand il arrive, il a déjà un domaine, il a déjà une parcelle qui lui est octroyée, il s'installe en 2 jours. Alors, il faut aussi développer, il y a une action que nous appelons le développement de l'entrepreneuriat privé. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous prenez quelqu'un qui a une licence, on lui demande qu'est-ce que vous savez faire, la personne ne sait rien faire. Il faut pouvoir développer l'entrepreneuriat. La troisième action phare, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il puisse avoir une adéquation très forte entre l'emploi et la formation. Donc, il ne faut plus former les gens pour former. Il s'agit donc de transformer le Togo à l'horizon 2030 grâce à la science, à la technologie et à l'innovation en un pays à revenus intermédiaires dont la prospérité est basée sur une application intelligente des innovations technologiques. Une mission de supervision conjointe Banque mondiale gouvernement a rendu visite à 3 micro-entreprises ayant bénéficié du projet d'appui au secteur agricole PASA. Une visite qui a permis aux responsables de mesurer l'impact et les besoins de ces accompagnements. Objectif, soutenir ces entrepreneurs pour s'inscrire dans la durabilité afin de créer plus d'emplois pour les jeunes. Le compte rendu avec Arnaud Kelly.
L'entreprise de production de l'huile de palmiste de Mme Kossoa Fagbegui a été la première structure visitée par la mission de la supervision conjointe Banque mondiale gouvernement togolais. Avec la subvention du projet d'appui au secteur agricole PASA, l'entreprise a acquis de nouvelles machines qui ont boosté la production à 12 000 litres par an pour un chiffre d'affaires en moyenne de 16 millions de francs CFA. Le marché avant était un peu plus facile, mais aujourd'hui elle est beaucoup plus dure parce que nous avons la concurrence de part et d'autre. Parce qu'une fois qu'on commence quelque chose, il y a d'autres aussi qui sont intéressés par le domaine. Et cela nous fait beaucoup plus avancer en stratégie, en réflexion, comment pouvoir faire pour pouvoir demeurer leader sur le marché. Et cette chez nous est un éleveur de petits ruminants de référence à Altakwame. Grâce au fonds PASA, il a amélioré sa bergerie traditionnelle et a à son actif 333 têtes de petits ruminants. Il est aujourd'hui très sollicité dans ce domaine. J'étais retenu pour le forum et au cours du forum, il y a aussi les éleveurs ceux qui veulent acheter pour faire l'embauche. Au cours du forum, MIFA les a associés avec les éleveurs et on a changé des idées, on a signé des contrats au cours du forum. Et c'est ça qui a fait que, à la sortie, en même temps, ceux avec qui on a signé contrat, d'autres sont venus, ils ont pris leurs besoins. Solum Pemissi, quant à elle, est spécialisée dans la transformation des fruits locaux en fruits séchés, en particulier ananas, noix de coco, papaye et mangue. Bénéficiaire de la 4e vague du fonds compétitif, elle s'impose aujourd'hui sur le marché national et international. Avant l'appui de PASA, je faisais la sous-traitance et je n'avais pas le personnel qu'il faut aussi. Et maintenant, après l'appui de PASA, j'ai pu acheter les matériels et donc au lieu de faire la sous-traitance, moi-même je fais ma production. Je respecte la qualité que moi-même je veux et puis j'ai pu créer beaucoup plus d'emplois. Nous arrivons quand même à écouler nos produits et surtout nous visons beaucoup plus le marché extérieur qui s'intéresse aux fruits séchés, surtout à l'ananas togolaise qui est bien apprécié à l'extérieur compte tenu de son goût, de sa saveur, de ses éléments nutritifs. Des résultats jugés satisfaisants par la mission conjointe de supervision Banque mondiale et gouvernement togolais. L'objectif de l'appui du PASA au niveau de ce financement additionnel, c'est de s'assurer que ces entreprises soient durables. Même après la fin du projet, prévu déjà le 15 juin 2020, il faut que ces entreprises continuent de créer de l'emploi. Au jour d'aujourd'hui, nous avons appuyé dans la première phase au moins 88 projets et pour la deuxième phase 97 projets. Pour les 98, il y a eu pas mal d'emplois, au moins 1200, dont 500 femmes environ. On voit que c'est des résultats à capitaliser. Et nous ne voulons pas que tout juste après l'accompagnement, ces entreprises disparaissent. C'est pour ça que nous faisons régulièrement des missions d'appui pour voir quel type de recommandations pour leur faire à leur endroit. La mission relève la nécessité de poursuivre l'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs pour la création de la richesse et de l'emploi. Et après toutes ces visites de terrain, les experts de la Banque mondiale ont dressé le bilan de leur constat. Ils l'ont présenté cette semaine et il s'agissait là de la 13e mission de supervision, 6 mois après la 2e. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. La Banque mondiale et le ministère en charge de l'agriculture restituent ici les résultats issus de la 13e mission du projet d'appui PASA. On note des progrès significatifs dans l'exécution de cet ambitieux projet. L'exécution financière est de 26% au niveau des institutions, de 36,7% au niveau du décaissement et de 51% pour l'exécution physique. L'avancement du projet est de 51,6%. Nous venons de procéder à la restitution de la mission de supervision, mais c'est surtout d'appui à la mise en œuvre du projet d'appui au secteur agricole. C'est une mission qui se fait périodiquement, tous les 6 mois, et qui consiste en une évaluation technique, voir également comment la mise en œuvre des précédentes recommandations a été faite
et voir les résultats engrangés et formuler d'autres recommandations éventuellement. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Ils ont identifié les goulots d'étanglement, les obstacles qui avaient fait qu'on n'ait pas pu faire de bons résultats et des recommandations ont été faites. Les résultats sont plutôt encourageants. Nous sommes à plus de 36%, 37% pratiquement. Et les projections donnent une mise en œuvre de plus de 70% à fin décembre. Un certain nombre de recommandations a été reformulé, notamment en ce qui concerne les questions environnementales qui constituent une question vraiment importante au niveau de la banque et dont il faut tenir impérativement compte. On a pris cela en compte. Il est également question d'une meilleure collaboration pour le suivi des bénéficiaires sur le terrain. La seule inquiétude est le retard de l'écoulement des engrais. La production halieutique est cependant encourageante. Le volet santé animale est en nette progression avec 413 000 ruminants vaccinés. Le Togo fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest qui font des efforts significatifs dans le domaine de l'élevage. Plus de 305 éleveurs ont été honorés pour la qualité de leur travail. Cette séance de restitution interpelle tous les acteurs à y jouer pleinement leur partition pour les résultats plus probants au bénéfice des populations. Et toujours au bénéfice des populations, des infrastructures socio-collectives ont été mises en place à travers plusieurs localités du pays. À Ketao, une agglomération importante de la préfecture de la Bina, le centre médico-social a connu une extension. Le CG s'est vu construire de nouvelles salles de classe, un bloc administratif et des latrines. Des ouvrages à mettre à l'actif du gouvernement et qui ont été remis aux bénéficiaires il y a quelques jours. Depuis la Bina, les précisions de Nestor. Le visage du centre médico-social de Ketao a changé, celui du collège d'enseignement général également. Des travaux ont été entrepris pour construire un bloc de médecine, une galerie, une clôture avec enseigne lumineuse, une cuisine et des latrines. Dans le même temps, l'ancien bâtiment du CMS a été réhabilité et servira principalement de maternité. En plus, le CMS a été doté d'un groupe électrogène pour servir en cas de coupure d'électricité. Pour le CEG, des travaux de réhabilitation de 2 bâtiments de 10 salles de classe, d'un bloc de latrine de 5 cabines et d'un appartement ont été effectués. En plus, l'établissement a bénéficié de la construction d'un bloc administratif, d'un bâtiment de 4 classes, de nouvelles latrines, d'un forage photovoltaïque et du mobilier. Ces infrastructures remises par le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, Maniam Solitoki Essor, constituent des actions du gouvernement à travers le PAPV, programme d'appui aux populations vulnérables, pour compléter les programmes des ministères sectoriels et d'autres programmes en exécution. À Ketao, les bénéficiaires ne se sont pas fait prier pour témoigner leur gratitude au président de la République et au gouvernement. Il n'y a pas si longtemps, en juillet 2016, le président Faure remettait officiellement le grand marché de Ketao, dont les travaux de réhabilitation se chiffrent à plus de 500 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est la remise officielle des ouvrages réalisés au CMS et au CG de Ketao. Et nous le savons déjà, dans les prochains jours, c'est le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route Somdina, Ketao-Kemerda et Ketao-Pagoda et bien d'autres encore. Les populations du canton de Ketao voudraient exprimer toute leur admiration, leur gratitude et leur encouragement pour les bénéfices du mandat social du président Faure Gnassingbé, car bien plus qu'un mandat social, il s'agit d'une politique de grands travaux. L'accès des populations aux infrastructures socio-collectives de base est la priorité des priorités du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle l'a rappelé au cours de cette cérémonie de remise des ouvrages. L'atteinte de cet objectif passe par la mise en œuvre du plan national de développement, a-t-il souligné. Raison pour laquelle il a appelé la population de Ketao à soutenir ce plan. Dans le cadre de la politique de développement de notre pays et dans la mise en œuvre du PND, la santé est primordiale pour réaliser des projets, pour transformer notre pays
pour transformer les produits, nous devions avoir la santé. Nous devrions également avoir la connaissance essentielle pour pouvoir mettre en œuvre et accompagner tous les investisseurs qui seront avec nous dans le cadre donc, du développement de notre pays. Je voudrais donc vous appeler à accompagner l'État dans cette mission. Voilà pourquoi nous devions nous mobiliser à travers les échéances à venir pour prouver notre adhésion totale et notre implication au développement de notre pays et à la mise en œuvre du PND. Les travaux au centre médico-social de Ketao ont nécessité une enveloppe de 152 millions de francs. Ceux réalisés au CEG ont coûté 84 millions de francs CFA. Après la Pâque et l'Ascension, la communauté chrétienne dans toutes ses dimensions célèbre ce dimanche le Saint-Esprit, la Pentecôte. Moment de communion célébré à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus à travers une messe dite par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou-Diakpa. La messe de la Pentecôte chez les catholiques avec Gérard Lagodon. Le peuple de Dieu réuni comme un seul corps pour célébrer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, la Pentecôte, moment d'adoration et de prière. Dans son homélie du jour, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou-Diakpa, s'est appesanti sur le pardon, l'amour et la paix. L'Esprit Saint, principe d'unité et de cohésion au sein de la famille trinitaire, fait que de nos diversités naissent des richesses précieuses dans la complémentarité. Saint Paul nous l'a dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. L'Esprit Saint vient construire. L'Esprit Saint vient unifier. L'Esprit Saint vient assouplir, pacifier. L'Esprit Saint vient réconcilier. L'Esprit Saint vient réconforter. L'Esprit Saint vient réchauffer. L'Esprit Saint vient purifier. Au risque de nous bousculer et de nous raboter dans nos routines et nos vieilles habitudes inopérantes. Vainqueur à jamais de la mort et du péché, le Christ ressuscité, fidèle à ses promesses, vient nous donner l'assurance, la joie, la liberté des enfants de Dieu, le pardon et la paix en nous communiquant le souffle vivifiant de son esprit. Signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, le Saint-Esprit a gagné le cœur des fidèles, visiblement prêts à marcher dans le pas du Christ. Cela symbolise pour l'Église une naissance, la naissance de l'Église, où les apôtres ensuite allèrent porter la parole du Christ à travers le monde. Et pour moi, plus personnellement, ça représente un espoir d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les peuples, pour une union des peuples et des hommes dans le message de paix et d'amour du Christ. Nous venons d'avoir des dons, des forces pour travailler, pour avoir d'abord la paix intérieure, partager cette paix de par le monde, d'abord dans nos familles, dans nos communautés, dans nos maisons et un peu partout. Cela veut dire que quand nous serons tous en paix, il n'y aura plus de problème. Donc l'esprit qui va nous vivifier fera que nous serons des hommes heureux de par le monde. C'est ce que le Christ lui-même a promis. Quand vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous irez en paix et que tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. Je pense que c'est ce pourquoi nous sommes à l'église ce matin, pour demander
la paix pour notre pays, le Togo d'abord, et pour la sous-région, pourquoi pas pour le monde entier. Engagement renouvelé et chaque fidèle devra, sous la conduite du Saint-Esprit, contribuer à la pérennisation du climat de paix au Togo et partout dans le monde. Et les fidèles chrétiens de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Apegame, ont également célébré la descente de l'Esprit Saint à travers des chants de louanges. C'était au cours d'un culte célébré par le pasteur Maouli Bemou. Le compte rendu avec Sonia Aminiko. Avec ces chants et louanges, les fidèles de l'église évangélique presbytérienne du Togo d'Apegame commémorent la fête de Pentecôte, une fête qui symbolise la descente du Saint-Esprit sur les apôtres conformément à la promesse faite par Jésus-Christ. Pour beaucoup de ces fidèles, le Saint-Esprit est le moteur de la vie chrétienne et la victoire sur le diable. Le Saint-Esprit, c'est une victoire en moi, c'est une assurance dans ma vie et que c'est l'Esprit Saint qui me conduit. Le Saint-Esprit nous permet de prendre conscience de notre façon de vivre, nous permet de le recevoir et de pouvoir changer. Se basant sur les livres de Genèse chapitre 11 versets 1 à 9, Actes chapitre 2 versets 1 à 21 et Jean chapitre 4 versets 25 à 27, pasteur Maouli Bemou a rappelé aux fidèles l'essence de la descente du Saint-Esprit pour l'Église. Il les a également invités à faire de lui leur consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le conseiller, le guide, le chrétien doit recevoir le Saint-Esprit, mettre sa confiance en lui et que le Saint-Esprit soit son protecteur. Le chrétien doit être ouvert au Saint-Esprit. Selon les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est le fondement de l'Église chrétienne car sans lui, elle n'existerait pas. Direction Tchamba à présent où les populations de nouveaux ouvrages sociaux et collectifs d'assainissement. Et ce sont des ouvrages à mettre à l'actif du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Depuis Tchamba, la correspondance de la marque Bouchona. Coupure du ruban et visite des ouvrages d'assainissement ont été les temps forts de cette remise officielle des ouvrages sociaux collectifs à la communauté de Tchamba. Les ouvrages composés des blocs de latrines, de forages photovoltaïques, des puisards, des dallots et des ouvrages de franchissement ont été financés par le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV et réalisés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Avec cet accompagnement, aujourd'hui, ces quartiers sont propres et les renforcements de capacité que nous faisons à l'endroit des comités de développement des quartiers font que les acteurs à la base améliorent leurs conditions de vie ou leur cadre de vie. La NADEB renouvelle son engagement à travers l'antenne régionale centrale pour poursuivre la mise en œuvre des actions du gouvernement en faveur des comités les plus vulnérables. Parlant des ouvrages d'assainissement, au total, on note 475 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour la ville de Tchamba, dont 188 500 000 francs CFA mis à la disposition de la NADEB pour l'exécution des ouvrages qui ont fait l'objet de la cérémonie de remise par les deux ministres. Les 250 millions ont servi à la construction des ouvrages en cours dont les deux ministres ont eu la chance de visiter sur la piste de reliant Tchamba-Krikri et le tronçon Kouchoni-Sitzap. Donc on peut dire que c'est un programme qui répond correctement, sans se tromper,
participer aux conditions de vie de nos populations, en particulier les personnes les plus vulnérables. La représentante du pouvoir central, Aïchatou Titipina, a remercié le chef de l'État et son gouvernement pour les efforts consentis dans la mise en œuvre de ces ouvrages socio-collectifs qui viennent résoudre les problèmes de santé et de manque d'eau potable dans la ville de Tchamba. La remise des ouvrages a été présidée par la ministre Koko Aïeva en présence de son collègue délégué Kamfitine Issa Tchédé. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique a saisi cette occasion pour exprimer la vision du président Faure Essouzimnania Singbe et de son gouvernement. Le gouvernement s'est doté d'un plan national de développement PND sur la période 2018-2022 qui, en son axe 3 et à l'effet 6, prône l'accès aux populations, notamment les plus pauvres, à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. C'est dans ce cadre que s'inscrit la construction des ouvrages d'assainissement de la ville de Tchamba. Ces joyeux ouvrages, on peut le dire ainsi, sont réalisés par le PAPV avec l'appui de la NADEB. Ce nouvel investissement s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement d'assurer à chaque communauté un accès aux services sociaux de base et à un développement inclusif qui s'ouvre à tous sans exception, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, de l'accès à l'eau potable et à l'hygiène, et aux activités génératrices de revenus, et également l'accès aux services financiers et de développement des localités. C'est cette volonté du chef de l'État qui appelle de la part du gouvernement et de ses partenaires des actions concrètes en matière d'inclusion sociale. C'est pourquoi je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour d'abord rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essouzimnania Singbe, pour sa politique de stabilité et son engagement à faire de notre pays un pays de paix où il fait bon vivre pour tous. La remise officielle des ouvrages socio-collectifs à la communauté de Tchamba a pris fin par la visite et des travaux de construction d'un pont en cours de réalisation à 12 km sur la route de Cricri. La 8e édition du thé des médias, c'était hier à l'hôtel Edaoba à Lomé. Et l'événement sert de cadre de divertissement aux journalistes. Et pour cette édition, ces hommes et femmes de médias se sont mis dans la peau des professionnels de différents corps de métier. Retour sur cette soirée et découvrons ensemble ces journalistes, mannequins, amateurs avec Ekwi Salah. On les croirait des médecins, des ingénieurs ou des agents de sécurité. Et pourtant, des professionnels des médias dans la peau de ces différents corps de métier. Ils sont prêts à assurer la sécurité de tous ceux qui sont. Cette scène fait la particularité du thé des médias édition 2019 et donne le ton au défilé de mode des journalistes. Sur le thé, les 20 journalistes retenus pour la soirée se sont bien prêtés à l'exercice. C'est un moment où je me suis permis de m'éclater, je me suis permis, loin des stress qu'on a l'habitude de vivre au quotidien, de m'éclater avec mes chers confrères, avec le public qui est venu nous découvrir. J'étais habillé comme un ingénieur, j'ai essayé de montrer aux gens ce que les électriciens font au quotidien. Ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire, mais à force de les côtoyer dans nos reportages, nous apprenons également ce qu'ils font et nous essayons d'avoir des briques
libre. Ce sont les avantages du métier. J'ai représenté le métier des docteurs aujourd'hui. Bon, c'était pas facile. Aucun métier n'est facile. En tant que journaliste, mon métier n'est pas facile, mais chacun a sa particularité à donner en fait. J'ai apprécié l'organisation et tout, le déroulement et autres. C'était bien. Jeux, questions-réponses, prestations tous azimuts, la soirée a été bien pensée pour emballer le public. C'est très intéressant. J'ai vu déjà la participation de la population, tous les invités, tout le monde était épaté par tout ce qu'on fait, que le défilé de mode ou les jeux qu'ils ont organisés. Je vois que le public est même impliqué là-dedans. Des danses des artistes qui étaient là, des chansons, des défilés, des costumes et de tout ce qui était accoutrement présent aujourd'hui lors du thé des médias. J'ai trouvé qu'il y a toujours un plus que le Togolais a envie de faire pour pouvoir toucher la perfection. Elle mérite mieux que ça, elle mérite mieux que ça, elle mérite mieux que ça. Voilà. Le thé des médias constitue un cadre de divertissement pour les hommes de médias. Les promoteurs se félicitent que l'événement ait tenu cette année encore ses promesses. Et ce soir, nous pouvons estimer que notre objectif visé dans l'organisation de cette 8e édition a été atteint. Nous avons voulu faire un clin d'œil à nos partenaires en exposant le profil vestimentaire des employés de ces différentes sociétés. C'est pour dire que les journalistes, au-delà de notre appartenance à notre profession, nous avons aussi toutes les compétences nécessaires pour exercer dans d'autres secteurs professionnels. 4 jeunes stylistes sont associés à cette 8e édition du thé des médias. Authentique, Elena Fashion, Sympa Style et Emma Fashion. Ils ont chacun donné leur touche à la réussite de cette soirée. Rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition du thé des médias. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue, l'actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.